À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des finances publiques reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. Nous poursuivons les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 7, loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Cet après-midi, nous entendrons les témoins suivants, le Réseau québécois des OSBL d'habitation, l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, conjointement avec le regroupement des organismes en défense collective des droits et le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux individuels, un groupe individuellement, et la Centrale des syndicats du Québec. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants du Réseau québécois des OSBL d'habitation. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite donc à vous présenter et à présenter les personnes qui vous accompagnent, puis à commencer votre exposé. Merci, Smith. Merci, Monsieur le Président. Donc, je me présente, Jessie Poulette. Je suis présidente du Réseau québécois des OSBL d'habitation, le RQOH, et je suis accompagnée de notre directrice générale, Mme Nancy Croussette. Donc, permettez-moi de consulter mes notes pour notre allocution formelle, en fait, qui reprend les éléments fondamentaux de notre mémoire. Et par la suite, évidemment, on se rend disponible pour la période d'échange. Donc, dans un premier temps, je vous remercie de nous accueillir, le RQOH, aujourd'hui. Nous prenons la parole au nom du RQOH, c'est vrai, mais également au nom d'un secteur qui regroupe plus de 200 000 logements communautaires, des milliers de travailleuses et de travailleurs dévoués et des milliers de bénévoles qui, dans chacune de vos circonscriptions, contribuent à la vitalité sociale et économique du Québec. Alors, notre rôle, il est clair, celui d'offrir des logements sûrs, abordables et pérennes. Et aujourd'hui, la pérennité de ces logements dépend en partie d'un outil financier précis et de son mode de gouvernance, le Fonds québécois d'habitation communautaire et le comité de cogestion. Donc, c'est sa gouvernance qui va se trouver au cœur de notre intervention devant vous. On a orienté notre message autour de 7 points clés. Alors, si vous me permettez, le premier, ce sera le contexte. C'est un contexte que nous, on associe à une modernisation de l'État et c'est un contexte qu'on comprend et que l'on partage. Donc, le projet de loi 7 s'inscrit dans une démarche ambitieuse, simplifier l'État, réduire les redondances, améliorer l'efficacité et renforcer l'imputabilité. On comprend cette intention et nous la partageons. Le secteur communautaire, en habitation communautaire, a d'ailleurs entrepris depuis plusieurs années des transformations qui sont similaires. Des regroupements, de la mutualisation, de la consolidation des ressources, de la modernisation dans nos structures de gouvernance. Donc, à bien des égards, nous sommes engagés dans un chantier qui est très similaire à celui de l'État, celui d'une performance, de l'efficience et de la rigueur, mais le tout au service de nos missions respectives. Aujourd'hui, c'est précisément pour cette raison que notre intervention va se concentrer aujourd'hui sur un seul article du projet de loi numéro 7, l'article 357. Ce qui m'amène au deuxième point, l'article 357, qui semble être une modification en apparence simple, mais qui a un impact systémique. Nous allons vous le démontrer. Alors, l'article 357 propose de retirer les modalités de cogestion démocratique du Fonds québécois en habitation communautaire pour les remplacer par une simple obligation d'informer les contributeurs. Ce n'est pas un ajustement administratif, c'est une transformation qui est fondamentale de la gouvernance d'un fonds de quelque 357 millions de dollars. Et ce fonds, il soutient la consolidation, la rénovation et la sauvegarde d'un parc immobilier qui est vieillissant, un parc qui est présent, nous vous le rappelons, sur l'ensemble du territoire québécois et donc dans chacune de vos circonscriptions. Qu'il s'agisse de logements pour familles, pour aînés, pour personnes en situation de handicap, pour femmes en transition de vie ou encore pour les ménages les plus vulnérables au plan socio-économique. Alors, je vous amène à notre troisième point, en fait, qui est intéressant pour une commission des finances publiques. Le principe qui est essentiel, c'est la provenance des fonds. Alors, les contributions du Fonds québécois en habitation communautaire, elles ne proviennent pas des finances publiques, ni de taxes ou d'impôts. En fait, elles sont issues d'un prélèvement obligatoire effectué directement sur les emprunts hypothécaires des groupes, eux-mêmes qui sont remboursés au fil des ans par les loyers des locataires. Il y a certains organismes qui ont même dû réhypothéquer leurs projets pour effectuer leurs contributions obligatoires. Donc, ces contributions-là, elles proviennent des OSBL d'habitation, des coopératives d'habitation, des offices d'habitation, mais surtout et ultimement des loyers des ménages à faible et modeste revenu. C'est donc une épargne collective communautaire constituée dollar par les locataires les plus vulnérables de notre société. Dans n'importe quel écosystème financier, un fonds privé, un fonds sectoriel ou encore un fonds de pension
Retirer le pouvoir décisionnel aux contributeurs serait inconcevable. Et donc, le même principe doit s'appliquer ici. Un fonds doit être gouverné par ceux qui l'alimentent. Je vous amène au 4e point, celui de la cogestion démocratique, du comité de cogestion, qui est un mécanisme éprouvé, rigoureux et reconnu. Donc, la cogestion, elle n'est pas symbolique, c'est vraiment une réponse institutionnelle à des enjeux qui sont historiques. On peut parler ici d'opacité, de lenteur, de manque de planification ou encore de décisions qui peuvent être déconnectées du terrain. Ces enjeux-là, ils sont bien documentés en annexe de notre mémoire. Depuis 2017, la gouvernance partagée a permis la première politique de placement de l'histoire du fonds, un cadre de reddition de comptes robuste et traçable, la création du programme de préservation du parc immobilier communautaire qui est essentiel pour éviter des fermetures d'immeubles puisque ce programme permet de les préserver en les rénovant, et la mise en place d'un mécanisme structuré de gestion des risques. Donc, nous souhaitons évidemment reconnaître la collaboration, l'expertise de la Société d'habitation du Québec qui ont été essentielles pour consolider cette gouvernance. Donc, cette architecture institutionnelle-là, le comité de cogestion avec un fonctionnement démocratique, ce n'est pas juste une formalité. Cette architecture-là, elle garantit la stabilité, la rigueur, la légitimité des décisions qui sont prises au nom des groupes contributeurs. Donc, la cogestion n'entrave pas l'efficacité, bien au contraire, elle la garantit. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, chaque parlementaire ici, vous représentez une circonscription où se trouvent des immeubles communautaires dont l'État nécessite sans doute des interventions planifiées, rapides et ciblées. Lorsqu'un immeuble ferme faute d'intervention préventive, les coûts pour l'État et les municipalités explosent. On parle ici de relogement d'urgence, de pression sur les refuges et les ressources d'urgence, augmentation des coûts en santé et services sociaux, perte d'actifs immobiliers et évidemment une pression accrue sur le logement public. Un exemple, bien la fermeture d'un immeuble de 18 logements aurait coûté à l'État 10 fois ce qu'aurait coûté une intervention préventive financée par les fonds gérés par le comité de cogestion. Elle est là la réalité et c'est précisément ce que la cogestion permet d'éviter, c'est-à-dire des coûts systémiques en cascade qui affectent évidemment directement les finances publiques. Notre 6e point, en fait, c'est notre demande. Elle n'est pas budgétaire, c'est une demande de gouvernance. La question de la gouvernance doit être abordée sous l'angle de la prudence, un principe qui est fondamental, vous le savez bien, Monsieur le Président, dans la gestion des fonds collectifs. Donc, on ne demande pas $1 de plus au gouvernement. Ce qu'on nous demandons, c'est la préservation. Donc, la préservation d'un mécanisme de contrôle financier qui fonctionne, la préservation de la protection des contributions des locataires les plus vulnérables, la préservation d'un arrimage constant entre l'état du parc et les investissements du fonds, et la préservation d'une gouvernance collégiale, prudente et documentée. C'est la définition même d'une gestion publique disciplinée, stable et responsable. Ce qui nous amène à notre conclusion, notre 7e et dernier point, qu'on pourrait résumer comme une phrase qui dirait « moderniser, oui, certainement, mais fragiliser, assurément pas ». Donc, on réitère, nous souhaitons moderniser des processus avec vous, nous souhaitons contribuer à une meilleure efficacité de l'État, mais on souhaite aussi réduire les dédoublements, améliorer l'agilité décisionnelle, renforcer la cohésion institutionnelle. Pour nous, moderniser, ça ne signifie pas centraliser. Et simplifier, ne signifie pas non plus déstructurer. Donc, réformer ne doit nécessairement pas affaiblir un mécanisme qui fonctionne. Le Fonds québécois en habitation communautaire et son comité de cogestion avec sa gouvernance actuelle, c'est un outil qui est rare, qui est performant, qui est financé par les communautés et qui est essentiel à la pérennité du parc communautaire. Donc, nous vous demandons bien respectueusement mais fermement de retirer l'article 357. Cet article affaiblit la gouvernance du comité de cogestion, augmente les risques financiers, menace la pérennité d'un parc vieillissant, met en péril un mécanisme structurant que l'État a lui-même instauré et nuit ultimement aux objectifs mêmes du projet de loi numéro 7. Donc, lorsqu'une mise en cohérence des responsabilités s'accompagne de mécanismes de contrôle démocratique et de gouvernance partagée, elle peut devenir un levier puissant pour la modernisation et la pérennité du logement communautaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans préserver l'existant, on ne peut pas concevoir de développement.
Donc, nous vous invitons ici à protéger la rigueur, à préserver la confiance et à consolider un modèle de gouvernance qui a fait ses preuves et qui protège les ménages qui dépendent de nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Poulette. Je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant commencer la période d'échange. Madame la ministre et députée de Bertrand, la parole est à vous et vos collègues de Dubuc et Fabre pour 15 minutes, 8 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, on se retrouve. Ça fait plaisir de vous voir. Enchantée. Dites-moi donc, vous dites, écoutez, c'est les contributions des membres qui ont bâti là, le fonds de 357 millions. Est-ce que vous connaissez le prorata dans les montages financiers initiaux de ces projets-là? C'était quoi le prorata de subvention du gouvernement, prêt hypothécaire et contribution du milieu? On parle, au tout début, c'était l'architecture classique du programme Accès Logis. Je pense que je vois que vous en venez où il y a eu une contribution de l'État, évidemment, à la construction de ces logements-là. Effectivement, lorsqu'on dit que le fonds, en fait, les fonds cumulés ne proviennent pas de l'État, c'est que par la suite, c'est vraiment à même l'emprunt hypothécaire que garantit la société d'habitation que ces prélèvements-là ont été faits. Au départ, c'était à la 10e année, donc au bout de 2 cycles de refinancement hypothécaire. Et puis, par la suite, ça a évolué pour que ce soit dès l'an zéro que les groupes contribuent à même leur emprunt hypothécaire initial. Mm-hmm. Mais le montage financier là, pour ces projets-là, la subvention du gouvernement était de l'ordre de 45 %. Le prêt hypothécaire garanti à 100 % par le gouvernement était de l'ordre de 30 %. Fait que 75 % du montage financier, c'est le gouvernement qui s'emportait garant, puis le milieu mettait 26 %. Fait que je trouve que ça met quand même en perspective l'argent qui vient de l'État. L'argent qui vient de l'État, ça vient des contribuables québécois qui veulent du logement le plus vite possible, puis du logement abordable pour les gens qui en ont besoin. Fait que ça, on s'entend là-dessus, je pense. OK, good. L'autre chose, le PEPIC, pour les non-initiés, là, le PEPIC, c'est le programme d'aide financière visant la préservation du parc immobilier communautaire. Exact. Alors là, vous, est-ce que vous avez des inquiétudes sur la pérennité du PEPIC? En l'occurrence, oui, parce que jusqu'à maintenant, ce que le projet de loi 7 a démontré, c'est que les fonds peuvent être transférés. Si on prend les fonds qui sont le fonds vert, entre autres, donc il y a un questionnement véritable à savoir comment on va pérenniser ces fonds-là qui servent à l'habitation sociale et communautaire et d'autant plus à la pérennisation du parc. Donc, il y a une inquiétude en rapport à la mission fondamentale du fonds. Puis, comment on va utiliser ces fonds-là par la suite ou comment on va les transférer ailleurs? À mesure où les fonds sont au niveau de la SHQ, la mission de la SHQ, c'est de faire du logement? Oui. Mais un comité de cogestion, ça l'assure l'imputabilité ensemble. Donc, les fonds viennent de contributeurs, puis on est les représentants de ces contributeurs-là. Donc, en ayant un comité de cogestion, on s'assure d'une double vérification au niveau de l'imputabilité. OK. Là, actuellement, l'argent qui est dans le fonds, dans le FQHC, il sert à quoi? Bien, justement, ce fonds-là, en fait, a mené à la première politique de placement, mais c'est surtout la politique d'investissement qui, elle, a engendré le PPIC, finalement. Donc, ces fonds-là servent essentiellement à alimenter un programme de préservation du parc. Et c'est pour ça que nous, on se met dans une posture de développement. Le RQOH, il s'est passé bien des choses depuis notre dernière rencontre. On est dans une posture de développement, mais pour nous, on veut développer à partir de l'existant. Sinon, c'est un jeu à somme nulle. Et puis, le programme de préservation du parc immobilier communautaire, il garantit, en fait, aux organismes dont la viabilité financière elle est démontrée que ces organismes-là auront les sommes suffisantes pour procéder à des travaux majeurs, donc à la consolidation des actifs immobiliers. Puis par la suite, évidemment, on peut envisager des phases de développement. Donc, pour nous, de faire sauter le verrou bureaucratique, en fait, là, de la nécessité que les décisions se prennent avec les groupes contributeurs démocratiquement, on ne comprend pas cette nécessité-là parce qu'actuellement, dans les règles de régie interne du comité de cogestion qui sont très saines en matière de gouvernance, la SHQ a un vote prépondérant en cas d'égalité.
lorsqu'il y a un vote. Et aussi, la SHQ peut aussi décider de l'utilisation des sommes en fonction des orientations gouvernementales ou en fonction de ses contraintes administratives, en autant qu'elle puisse le justifier ensuite au groupe contributeur. OK. Tu sais, tout ça, ça s'accumule depuis 1996, fait que ça fait 30 ans. Là, résultat de cogestion depuis 2017. Là, 2 ans plus tard, politique de placement. Là, finalement, 2 ans plus tard, un PPIC, là. Et finalement, 2 ans plus tard, une politique d'investissement. Puis là, finalement, et croyez-moi, non sans peine de la part de la ministre qui était là, en 2025, un investissement dans un fonds pour faire du logement abordable. Donc, de prendre des sommes qui depuis toujours, ont été placées auprès du ministère des Finances en bas du coût des fonds. Fait que tu as un fonds d'investissement qui est là, qu'il faut qu'il fructifie année après année. Puis, pendant toutes ces années-là là, que la superbe cogestion était en place, bien, le rendement qu'on avait, c'était le coût des fonds. Alors là, tu sais, si vous avez un regard aiguisé sur l'aspect financier de la chose, bien, on est-tu allé chercher le maximum de rendement dans ce fonds-là? Bien, en fait, le comité de cogestion, il fait suite à la nationalisation des sommes au fonds en 2016. Donc, c'est en 2017. Puis, bien respectueusement, je vais aussi vous référer à l'historique qu'on a mis en annexe de notre mémoire qui démontre, je pense, notre volonté depuis le départ, en fait, à bien collaborer, à bien faire avancer les travaux. Pour différentes raisons, ça a pris un certain temps, bien respectueusement, mais essentiellement... C'est avant mon temps, ça, par contre. Voilà, fait que je me dis, c'est pas personnel. C'est ça. Mais essentiellement, on a eu des difficultés, finalement, à mettre en place... je dirais, les règles élémentaires de gouvernance d'un tel fonds. Et le Réseau québécois, on a eu beaucoup de leadership, justement, pour en arriver à des politiques qui respectaient les normes et les directives, entre autres, du Conseil du Trésor. Oui. C'est un autre sujet. Oui. Mais, OK. Donc, là, dans le fond, l'objectif, tu sais, pour vous, là, ce qu'il faut, c'est préserver ces sommes-là, qu'elles soient préservées pour l'habitation, qu'elles soient préservées pour entretenir le parc d'habitation communautaire existant. Okay? Après ça, c'est un fonds qui ne rapporte pas grand-chose. Vous me parlez de faire fructifier, mais ça n'a pas fructifié beaucoup. Donc, la première initiative, c'est celle de 2025, qui est l'investissement à travers le fonds amplifié, qui fédère des fondations privées pour faire du logement. Puis, là, bien, dans la mesure où, tu sais, on est dans faire fructifier les sommes, puis que l'argent reste au profit de l'habitation communautaire ou à but non lucratif, on s'entend là-dessus. Nous, il n'y a aucune problématique sur le développement en soi. Puis tant que ça revient au groupe contributeur, on est très confortable à penser le développement puis la croissance. Dans la dernière année, on a fait un repositionnement stratégique très important en rapport à la consolidation. Puis le Réseau québécois des OSBL d'habitation a travaillé avec le ministère des Aînés, le ministère de la Santé, puis un petit bout avec Mme Bélanger à l'habitation cet automne. Puis on a déposé un projet majeur qui est une réponse sociale, économique et politique qui s'arrime avec le contexte particulier de comment on a développé l'habitation communautaire. Donc, on a un projet pour penser la croissance. Ce qu'on dit, c'est on a des initiatives terrain, on est en train de tous les regroupements de voir comment on peut consolider le secteur ensemble. On a réellement des stratégies, puis en fait, il faut rester autour de la table du cogestion parce qu'on a des projets à amener, puis l'investissement de cette cogestion-là pourrait porter fruit en rapport aux initiatives qui s'en viennent pour la consolidation du secteur. On est énormément préoccupé par la question des RPA. Puis la consolidation, ce fonds-là peut y participer et on a des stratégies pour préserver les RPA. C'est cher pour l'État fermer un RPA. Les conséquences sont désastreuses au niveau du territoire et on arrive là, on a nos premiers exercices terrain. On a fondé notre première société immobilière des regroupements volontaires dans le bas du fleuve et on a pu rénover 92% des immeubles. Donc, c'est pas rien. Donc, il y a un exercice à faire, il y a un travail à faire au niveau de la cogestion, au niveau de ce fonds-là, pour penser le développement, la croissance à partir de la pérennité. Si l'existant n'est pas préservé, développer quand on ferme des bâtiments, on veut s'assurer d'une cohérence, puis on veut participer à cette cohérence-là.
Que, ben là, il n'est pas... oui, je comprends. Vous m'amenez sur la notion de consolidation, puis j'ai évidemment lu votre mémoire avec intérêt. Fait que Réseau québécois des OBNL d'habitation, 60 000 logements, 1 200 OBNL, fait que ça veut dire 50 logements par organisme. Les offices d'habitation, c'est 981 logements par office d'habitation. Puis les coops, c'est 23 logements par coop. Fait que, tu sais, quand on parle de consolidation, là, puis de se donner les moyens d'être capable de développer, je suis contente de vous entendre dire que ça a beaucoup évolué depuis mon départ, là, Good. Alors, peut-être vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, bien en fait, on est engagé avec nos partenaires au national au comité d'optimisation des réseaux OBNL Coop avec la Société d'habitation du Québec. Et puis, sans prétention, je pense qu'on amène beaucoup de leadership au sein de ce comité-là parce qu'on voit les possibilités aussi d'assurer la viabilité de nos membres. Donc, on est engagé dans des processus, comme ma directrice disait, de fusion. On en a vu avec la société immobilière, par exemple, Logeco, dans le Bas-Saint-Laurent, qui a été en mesure de fusionner des projets qui étaient plus vulnérables lorsqu'ils étaient seuls, mais que sur une base volontaire, ils sont venus chercher l'expertise de leur fédération régionale en ancrage et puis aussi une cohérence nationale aussi avec notre réseau. Et puis maintenant, bien, comme disait Mme Croussette, c'est 92 des logements qui sont rénovés, mais surtout 100 des logements qui sont demeurés dans leur communauté, avec une participation aussi des ayants droit, des locataires. Et ces initiatives-là, je pense à des collègues en Montérégie qui ont déjà également fait des fusions. Je pense également à des projets à Montréal. Moi, je peux parler pour ma fédération Laval-Laurentide-Lanaudière. On est en train de fusionner 5 organismes. Donc, on comprend la nécessité de consolider pour pérenniser. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, effectivement. Déjà, de vous l'entendre dire, là, c'est de la musique à mes oreilles. Puis, en plus, on est en mesure de respecter nos principes et notre mission, puisque ça se fait sur une base volontaire, ça se fait avec et pour les communautés. Donc, c'est possible de concilier tout ça. Pensez-vous que ça a une limite là, sur une base volontaire? Puis je vous amène en France, là, à un moment donné, il y a une loi qui a comme obligé les regroupements pour accélérer peut-être cette consolidation puis cette pérennisation-là? C'est sûr que nous, on défend l'indépendance et l'autonomie de nos groupes. On mise beaucoup sur la pédagogie, sur la communication aussi, puis sur l'éducation de nos groupes. Puis, donc, je pense qu'on peut avoir une variété de solutions, mais jusqu'à présent, en tout cas, les cas qui nous viennent à nous, on n'est pas dans la résistance, au contraire, on est dans la recherche de solutions. Puis, ils viennent reconnaître notre expertise, puis nous, on vient aussi surtout leur assurer du maintien dans leur communauté. Donc, le caractère obligatoire, ça serait très difficile. Vous ne signez pas en bas de la page tout de suite, là. Non, pas du tout. Puis, dites-moi, si je reviens au fond, puis l'objectif, tu sais, qui est d'améliorer le rendement de ce fonds-là, parce que si, vous savez, là, puis Dieu sait que je l'ai vécu, les sommes sont limitées pour investir. Donc, si ce fonds-là, il rapporte plus, bien, c'est autant d'argent de plus disponible pour éventuellement faire d'autres projets ou pour utiliser l'effet levier du fonds. Donc, il y a des sommes qu'on prend, puis on investit comme dans Amplifier ou dans d'autres. Et là, en quoi la nécessité de consulter est vraiment nécessaire, tu sais, quand il y a une décision d'investissement à prendre. Parce que prendre les sommes, faire d'autres choses avec, puis amputer le capital, c'est une chose. Mais dire, bien écoute, là, moi, ma job, c'est de faire fructifier ce capital-là qui revient par ailleurs dans le fond, qui conserve ses objectifs. Oui, en fait, il faut peut-être aussi revenir un peu en arrière, c'est-à-dire à l'époque où on a créé, à l'époque où a été élaborée la politique de placement puis la politique d'investissement qui a mené au PIC. Il faut savoir que le PIC ne s'adresse qu'aux groupes contributeurs qui sont viables financièrement. Vous et moi, on sait très bien que ce ne sont pas tous les groupes qui sont viables financièrement. Et il devait y avoir, dans une deuxième phase, un programme plus spécialisé à même ces fonds-là pour des groupes qui seraient en difficulté. Puisque plutôt que de fermer un groupe et de déstructurer une communauté au complet avec l'impact que ça a sur les finances publiques, j'imagine que le pari était pris qu'un programme ou du moins une forme d'intervention à même les fonds pourrait venir consolider ces groupes-là d'une autre manière qu'en passant par le programme de préservation de l'immobilier communautaire. Donc, c'est sûr que, comme je disais, le capital, pour nous, il faut qu'il soit garanti aux groupes contributeurs parce que la préservation, elle ne passera pas juste
par le PIC. Si on veut protéger l'ensemble du parc Accès-Logis qui est très vieillissant et qui, dans les conventions d'exploitation, normait à 300 $ par porte la réserve suffisante pour faire des travaux majeurs, bien à 10 500 $ au bout de 35 ans, pour une unité de logement, on ne rénove pas grand-chose. Donc, nécessairement, dans les conditions mêmes du programme, ça amenait un enjeu de viabilité financière et immobilière à long terme. C'était pourtant la 7e merveille du monde, Accès-Logis. Merci beaucoup, Madame la ministre. Maintenant, je cède la parole au député de Marguerite Bourgeois, qui aura 11 minutes 21 secondes, qui pourra partager avec sa collègue de Westmount-Saint-Louis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, de partager de votre temps avec nous cet après-midi. Je veux juste revenir un peu sur ce qu'on a entendu tantôt de la part du gouvernement. Il y a quand même, bon, OK, la structure de financement, on parle de 75-74 % grosso modo, là, qui vient du gouvernement, que ce soit en garantie de prêt et subvention directe. Mais le reste, le contrat qui venait avec la participation des payeurs de loyer venait avec donc la capacité de pouvoir décider qu'est-ce qu'il allait faire de ce fonds-là, justement. Là. C'est sûr que les fonds qui ont été cumulés proviennent essentiellement, une fois que le montage financier est fait, que l'organisme est sorti de terre en bon français, Ouais. là, puis que le gouvernement suit la convention, la SHQ suit la convention, puis la garantie hypothécaire. Ensuite, tous les revenus qui entrent dans un OSBL d'habitation ou une coop proviennent des revenus des locataires. C'était la règle du jeu. Là. Oui. Fait que là, il y a un changement de la règle du jeu qui est engagé ici. Là. Bien sûr. Je pense que je comprends votre point dans le sens que, bon, la règle du jeu, les règles ont été établies, on a procédé de cette façon-là, puis là, on les change comme ça, sans préavis. Ben, oui, effectivement. Si on est ici, c'est qu'on a reçu un préavis, donc ça Ouais, nous ouais. permet de nous exprimer en tout respect. Mais essentiellement, vous avez raison de dire que les groupes qui ont contribué à ce fonds-là s'attendaient nécessairement à ce que les sommes, ça fait longtemps que, avant même le comité de cogestion, le Réseau québécois en habitation, le Réseau québécois proposait que les sommes qui sont versées par les groupes contributeurs deviennent des réserves dédiées parce qu'on avait déjà l'expertise sur le terrain. Et on savait que les sommes mises en réserve par nos groupes ne seraient pas suffisantes pour faire face aux défis ultérieurs. Donc, c'est clair que les groupes qui ont contribué l'ont fait sur une base de revoir la couleur de cette contribution-là sous une forme ou d'une autre, mais en autant que ça préserve leur mission, puis le maintien du bâti. Puis ouais. Qu'est-ce que vous voyez de différent dans ce projet-là par rapport à votre quotidien? Je vais m'expliquer, je vais le dire autrement. Est-ce que le gouvernement vous a fait la démonstration comme quoi que ce projet de loi, en ce qui vous concerne, est une avancée concrète autant financière qu'en termes d'accès à des logements additionnels? Est-ce que vous parlez du projet de loi 7 plus particulièrement? Oui. Bien, en ce moment, ce qu'on a constaté, c'est que les fonds étaient transférables, puis les missions pouvaient devenir très élargies. Là, je pense qu'il reste du temps encore pour faire avancer le projet de loi 7, mais en effet, on est soucieux que ce pourquoi la mission du fonds a été faite, puis sollicitée auprès des locataires aussi, serve concrètement et réellement à la rénovation du parc. On a des groupes, des organismes qui ont contribué avec une contribution supplémentaire, sachant que la contribution de base dans le programme était insuffisante, et s'attendent à ce qu'il y ait un programme pour eux qui puisse les accompagner dans la rénovation de leur bâtiment. Ça, c'est une première chose. Puis dans le deuxième temps, c'est que nous, là, en ce moment, on a déposé un projet majeur qui a été travaillé avec le ministère de la Santé, le ministère des Aînés, et une petite partie avec le ministère de l'Habitation, qui prévoit la consolidation du parc. On amène une stratégie qui est actualisée en rapport au complexe de comment l'habitation communautaire a été développée dans les dernières années. Et on pense la croissance aussi à travers cette stratégie-là. Puis ce qu'on dit, c'est qu'il faut continuer à nous considérer au comité de cogestion parce que les besoins sont beaucoup plus grands que le PIPIC pour la consolidation du secteur. Puis en effet, on peut faire fructifier avec des fonds
fonds, mais il y a des politiques d'investissement qui servent à gérer des fonds de 350 millions comme dans n'importe quelle organisation. Donc, on veut continuer à contribuer à ça et à voir comment on peut aussi appuyer les politiques d'investissement pour faire fructifier le fonds. Mais dans tous les cas, pour pouvoir consolider le secteur, consolider les OSBL, si je reparle de l'initiative du bas du fleuve, je m'excuse si je prends cet exemple-là. Présentement, il y a 10 municipalités qui tournent autour de cette initiative-là et on a 3 projets de fusion en devenir pour des accès logis RPA. Donc, ça, de la consolidation, ça coûte des frais. Ça prend un budget, ça prend des structures juridiques. On est prêt à entreprendre ce travail-là. On a déposé le projet pour ça. J'espère qu'on aura la chance d'en reparler. Et voilà, donc on dit, tu sais, penser la croissance, oui, mais préserver l'existant, c'est essentiel. Et on a des bâtiments qui ont des besoins majeurs actuellement sur l'ensemble du territoire québécois. D'accord. La façon de fonctionner en cogestion entre le réseau et le SHQ, de quelle façon ça fonctionne spécifiquement? La cogestion est constituée de 2 représentants de la Société d'habitation, 2 représentants de la CQCH, la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, pardonnez-moi, c'est pas mon réseau. Le RQH, 2 représentants, et puis également 2 représentants du regroupement des offices. Puis essentiellement, les décisions se prennent à majorité simple. On a élaboré toute la régie interne, en fait, du fonctionnement de ce comité-là. Comme je le disais, si jamais il y a une égalité des voix, la SHQ conserve un vote prépondérant et puis elle peut également faire fi de la décision des groupes contributeurs, finalement, et poursuivre ses propres objectifs gouvernementaux. Encore faut-il qu'elle puisse justifier ensuite la décision au comité de cogestion. Je vous dirais qu'on a tout ce qu'il faut en place, même si on voulait, par exemple, modifier la politique de placement. Bien, on a tout ce qu'il faut parce qu'il y a un mécanisme de révision formelle qui est inscrit dans les modalités de la politique. Donc, j'estime qu'on a bien fait les choses en matière de gouvernance. Par ailleurs, la politique d'investissement, évidemment, elle aussi, elle a été bien bâtie. Donc, nous, on considère qu'actuellement, le fonctionnement du comité de cogestion, en fait, il répond en tout point aux objectifs du projet de loi numéro 7. Si on veut renforcer l'imputabilité, si on parle de prudence, de diligence, eh bien, ce sont les principes qui sont déjà au cœur du comité de cogestion. On ne demande qu'à ce qu'il soit rappelé et qu'on y siège pour le faire fonctionner et le faire évoluer tout en préservant les contributions pour nos groupes. Je sais qu'on se répète, mais pour nous, en ayant l'expertise terrain, c'est impossible d'envisager le développement si on ne préserve pas l'existant et ces fonds-là, c'est ce qui nous permet de faire. Donc, voilà. Bien, ça, je pense que n'importe qui comprend ça. Je pense que ça s'applique à n'importe quelle échelle, des plus petites comme des plus grandes. On a parlé du PQI tout à l'heure dans le Salon Rouge. Ça en est un exemple frappant de comment c'est important. La ministre parle souvent, en fait, là, de synergie potentielle. En quoi vous voyez ces synergies potentielles-là? Est-ce que vous en voyez, premièrement? Au comité de cogestion, la synergie au comité... Bien, c'est sûr que c'est le meilleur alliage, je dirais, entre les orientations stratégiques de la SHQ. Je pense qu'on a le même objectif, c'est-à-dire loger le plus possible, de manière abordable, pérenne, tous les ménages québécois. Donc, il y a une synergie entre l'administration, mais surtout entre l'expertise terrain. Nous, on est en mesure de dire, par exemple, que ce qui est prévu comme somme au PIC, c'est largement insuffisant pour l'ensemble des groupes qui auront à procéder à des rénovations. Je pense que ce comité-là ne peut pas se priver de l'expertise que l'on a cumulée depuis que l'on fédère ces groupes-là. Donc, cette synergie-là, en fait, je vous dirais, toutes les règles sont mises en place pour que cette synergie-là opère. C'est vrai que ça a pris un certain temps à démarrer, on le voit bien dans l'historique, mais une fois qu'on a établi notre cadre et qu'il est fonctionnel, bien, à mon sens, la synergie a tout lieu d'être, là. Est-ce que vous avez des craintes à savoir si l'utilisation des fonds pourrait être faite vers d'autres missions autres qu'elles étaient initialement anticipées? C'est sûr que quand on voit les fonds transférés avec le projet de loi, oui, on a des craintes. On s'interroge réellement.
J'ai aucun doute que la Société d'habitation du Québec va répondre à sa mission. Mais au niveau de la pérennisation du parc, de la consolidation, il y a beaucoup de travail à faire. Et on a une capacité, actuellement, on est en repositionnement stratégique, on a une capacité d'intervention, on a des propositions à faire. Et il me semble que ça serait, en plus, avec le comité de cogestion, avec les initiatives et les stratégies qu'on est en train de mettre en place, assurer la cohérence entre le terrain, entre le local, le régional et le national, pour avoir des stratégies concertées, puis qu'on arrive avec une stratégie d'affaires et de croissance ensemble, ça serait exactement le bon endroit pour le faire. OK. Bien, je vous remercie. Moi, ça couvre mes questions. Ah, merci beaucoup. Donc, maintenant, je cède la parole au député de Laurier-de-Rion pour 3 minutes 47 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Merci beaucoup d'être là. Écoutez, moi, expliquez-nous en quoi les retraits du principe de cogestion de ces fonds-là pourrait fragiliser la mise à niveau, la pérennité du parc communautaire québécois, grosso modo. Bien, c'est sûr que, tout à l'heure, ma directrice le disait, c'est sûr qu'on se pose des questions sur la nécessité de lever le caractère décisionnel des groupes contributeurs, alors qu'il y a suffisamment de marge de manœuvre pour répondre à des impératifs, disons, plus politiques ou administratifs en cas de mésentente. Donc, pour nous, perdre ces fonds-là, c'est littéralement mettre à mal à peu près tout le parc Accès-Logis, en tout cas les groupes qui ont contribué et qui s'attendent à recevoir une forme de soutien ou d'une autre du programme du PIC pour préserver leur mission, leur bâti et puis finalement le droit de leurs locataires à loger dans leur immeuble. Fait que de retirer l'aspect démocratique, pour nous, c'est très inquiétant parce que la marge de manœuvre, elle est déjà présente dans la régie interne. Donc, c'est clair que ça nous inquiète. Alors, pourquoi on voudrait faire ça alors que la politique, elle peut être révisée? Pourquoi faire ça alors que la SHQ a un vote prépondérant? On est tous engagés au comité de cogestion, du moins, à partager l'objectif du 20 de logements hors marché d'ici 2050. Donc, si on est fédéré autour d'un même objectif, si on a des règles de régie interne qui sont solides, si on a des politiques d'investissement et de placement qui respectent les principes de la saine gouvernance, de l'imputabilité, tout ça, en fait, tous les objectifs du projet de loi numéro 7, bien, c'est clair que ça nous inquiète. On se dit, bien, si tout est là, pourquoi vouloir changer le fonctionnement du comité de cogestion? Pourquoi ne pas l'investir un peu plus et nous convoquer? Et à ce moment-là, on pourra, en respectant les règles qu'on s'est collectivement données, on pourra envisager une évolution. On parlait avec des collègues, par exemple, qui disaient qu'il n'y a rien qui nous empêcherait de garantir le capital pour les groupes contributeurs, puis ce qu'on génère en termes de surplus, bien, ça pourrait être dédié au développement ou à la croissance. Mais encore, faut-il, je pense, investir cette instance-là qui est dotée des règles de gouvernance les plus saines. Voilà. Le texte législatif propose seulement le retrait de la cogestion. Et vous axez beaucoup votre discours sur revenir à la mission première, la pérennisation du parc locatif communautaire, mais le projet de loi n'en parle pas. Je sens comme une tension entre pérennité et développement dans vos propos. Est-ce que vous craignez que l'administration actuelle, une administration future, fasse fi des besoins en pérennisation pour aller vers le développement Ben, Donc, un aspect beaucoup plus discrétionnaire. Je ne voudrais pas du tout que ma réponse soit interprétée comme étant comme le fait de prêter des intentions au présent gouvernement. C'est pas ça. Mais la prudence me dit que pour des impératifs ou une conjoncture, par exemple, financière difficile, un fonds sur lequel il n'y a plus de verrou démocratique peut devenir bien intéressant. Merci. Merci beaucoup, M. le député de Laurier-de-Rion. Madame Poulette, Madame Crousset, je vous remercie pour la contribution du Réseau québécois des OSBL d'habitation, au BNL d'habitation, aux travaux de la Commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre aux prochains témoins de prendre place.